Salut les jardiniers, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver et vous de montrer ce qui se passe actuellement dans le potager de pâtes. Aujourd'hui, on est le 1er mai. Vous avez vu, on a eu un mois d'avril formidable. Donc moi, ça m'a amené à faire des plantations beaucoup plus tôt que ce que j'avais envisagé. Mais ma foi, ça tombait bien parce que j'avais des plants qui étaient suffisamment prêts. Donc notamment les tomates. Donc les tomates sont en terre maintenant depuis une quinzaine de jours pour les romas. Et puis pour les cœurs de bœuf, les San Marzano, et puis qu'est-ce que j'ai d'autre encore? J'ai la fournaise. C'est en place depuis une semaine. J'aurais pu mettre ça en place beaucoup plus tôt parce que il faisait beau, donc c'était possible, les températures étaient clémentes ici en Dordogne, comme dans pas mal de départements en France. Mais finalement, ça aurait été trop tôt, les plants n'étaient pas encore suffisamment prêts. J'ai quand même eu des galères en termes d'acclimatation parce que cette année la chaleur est arrivée très rapidement. Donc finalement ma serre mobile n'a pas bien fonctionné parce que là-dedans il fait trop chaud, puisque je vous rappelle, pour ceux qui connaissent la chaîne, vous êtes au courant, mais ceux qui ne connaissent pas la chaîne, ma serre mobile, c'est simplement ma remorque bagagère que j'aménage, donc en général début avril, pour pouvoir en faire une petite serre que je déplace pour acclimater les légumes. Et finalement, là, il a fait très très chaud. Donc la serre mobile, c'est la remorque, c'est de la tôle. La tôle, ça chauffe énormément. Donc c'était pas terrible. J'avais des plants qui étaient en souffrance. Et finalement, j'ai eu quand même un sacré blocage sur les aubergines et sur les poivrons. Les tomates, elles, par contre, bizarrement, qui réclament moins de chaleur, s'en sont mieux sorties. Les symptômes pour les aubergines et les poivrons, c'était un retard dans le développement, et puis aussi une forme de carence en azote, principalement en termes de diagnostic par rapport au feuillage qui était relativement jaune, malgré des apports en urine. Et puis au niveau du substrat, c'était 50% du substrat que j'avais acheté l'an passé, donc un terreau professionnel qui était dosé en NPK de mémoire en 16, 15, 14, donc relativement costaud quand même, que j'avais coupé cette année avec un terreau lambda, avec quand même un amendement en fumier de cheval, pour me dire que je voulais pas que ça booste autant que l'an passé, parce que l'an passé, en 5 semaines, j'avais des plants qui étaient vraiment complètement explosés. Et puis les températures n'étaient pas celles qu'on a eues cette année. Donc finalement, pour les planter, c'était pas possible. Ça a été un peu la galère, mais petit à petit, j'arrive à récupérer tout ça et je vais vous montrer. Alors c'est pas formidable au niveau des poivrons et des aubergines, c'est pas comme les autres années, mais on va voir. Hein, je leur laisse une chance. Et puis jamais, si ça marche pas, j'irai voir mon marchand de plantes préféré. Allez, c'est parti pour un tour du potager en ce début de mois de mai. Alors on va s'avancer sur les planches de culture qui sont de l'autre côté de la maison, en plein sud. Et là on voit la planche des oignons. Alors c'est une planche de 10 mètres de long et il y a 4 rangs d'oignons. Donc là il a plu depuis quelques jours et ça leur a fait vraiment du bien, parce que je crains malheureusement que les années précédentes, alors je vais voir si finalement mon analyse est bonne cette année, c'est que j'ai le sentiment que l'oignon est une culture que je néglige un petit peu trop, dans le sens de veiller à l'arroser tout de même, parce qu'on dit que c'est une culture qui demande peu d'arrosage. Cependant, c'est une culture qui développe pas des racines énormes, et donc finalement le substrat s'assèche quand même assez rapidement, et je crains que de temps en temps ce soit une culture qui soit un peu
eh bien délaissés en termes d'arrosage. Une question que je me pose, et peut-être que vous pourrez y répondre, voyez par exemple, on voit ici donc l'extrémité donc du feuillage qui est asséché. Alors, pour moi, il y a deux possibilités. Première possibilité, un manque d'eau qui se traduit eh bien, par donc une forme d'assèchement ou soit éventuellement l'arrivée de la rouille. Parce que j'ai remarqué une chose, que sur l'ail, j'ai souvent, avant l'arrivée de la rouille, j'ai souvent les feuilles de l'ail qui se dégradent de cette façon et après j'ai la rouille. Donc là finalement j'ai bien vérifié, je n'ai pas de traces de rouille et ça fait 15 jours que je suis en observation et donc je me dis que ce serait peut-être plutôt une forme donc de manque d'eau qui se traduirait, comme je vous disais, par cet assèchement eh bien, au niveau du feuillage. L'assèchement là est un petit peu moins marqué parce que je me suis dit tiens, je vais arroser pour voir ce que ça donne. Et là, on a un substrat qui est donc bien drainé et qui est donc correctement arrosé, humide, normal quoi, on va dire. Il n'y a pas d'excès d'eau là-dedans. Et puis vous voyez, c'est vraiment bien drainé. Alors j'ai recouvert tout ça de tonte pour essayer de conserver l'humidité sans que celle-ci soit présente en excès. Voilà, donc cette année, je vais essayer d'arroser un petit peu plus cette culture, être un petit peu plus attentif parce que voilà, j'ai le sentiment que finalement, comme c'est une culture qui ne demande pas beaucoup d'eau, que j'ai tendance un peu à négliger l'arrosage. Ici, nous avons les fraisiers, vous voyez, donc là, il y a la planche de 10 mètres qui a été transformée avec des caissons. Et j'y ai mis donc l'an passé des fraisiers. Alors les fraisiers, ça commence à donner. Les fraises, on en a déjà récolté peut-être grand max 2 kilos. J'avais le souvenir que ça arrivait un petit peu plus tôt les autres années. Je sais pas, c'est bizarre, pourtant il fait beau. Mais bon, ça arrive gentiment. Donc là, j'ai arrosé tout à l'heure, parce que les fraisiers, ça c'est pareil, ça ne développe pas de grosses racines et de longues racines. Donc il faut penser donc, à venir arroser assez souvent. Alors il y a un truc qui est quand même bizarre là, c'est que vous allez voir, alors je ne sais pas si on s'en rend vraiment compte donc avec la caméra, c'est ici, donc c'est exactement la même variété de fraises. Donc que je ne dise pas de bêtises, je dois avoir encore une étiquette. C'est de la Charlotte. Voilà, c'est de la Charlotte. Donc c'est une remontante. Bon, on commence à avoir des fraises. C'est pas mal. Hein. Alors regardez ici. Comme les fraisiers sont plus développés, et regardez ici, comme ils le sont moins. C'est la même variété, c'est la même terre, il y a eu les mêmes amendements, et on est dans deux caissons différents. Donc c'est quand même assez surprenant. Voilà, dans l'autre caisson, je vais avoir un feuillage comme celui-ci plutôt, hein, beaucoup plus fourni, plus haut. Et puis là, bah, ça va être un peu moins. Bon, il y a de la fraise, il va falloir qu'on fasse une petite visite là pour venir récolter. Alors c'est bâché, mais l'inconvénient donc de la bâche, comme elle n'est pas perforée, c'est que ça demande quand même une sacrée gestion. Hein. Parce que dès qu'il y a du soleil, si jamais on ne ventile pas, c'est la catastrophe. Hein. Il fait 50 degrés là-dedans, c'est terrible. Voilà, il y a une petite abeille qui est coincée, je coupe pour la libérer. Voilà, c'est fait. Donc oui, il faut faire attention hein, parce que ça demande une grande vigilance. Donc je pense que maintenant, si je dois investir dans de la bâche pour tunnel, je vais tester avec la bâche perforée parce que ça permet d'être moins présent et ça demande moins de rigueur. Donc en termes d'ouverture, fermeture. Voyons voir un peu les poivrons. Alors, ils sont en terre. Ceux-là,
depuis quelque temps, ça fait bien une bonne semaine. Alors, ils sont pas bien hauts, comme vous voyez, ils sont vraiment pas bien hauts parce qu'ils ont vraiment souffert. Il y avait vraiment une trace de carence, vraiment une trace de blocage. Donc ils sont maintenant en train de récupérer depuis que je les ai mis donc en terre. Et ce qui se passe aussi les autres années, et sans doute que c'est pareil chez vous, c'est que quand on a des poivrons magnifiques, et ça vaut aussi pour d'autres cultures, hein, et qu'on les a en godet, donc on a fait leur acclimatation, donc voilà, ils ont une belle taille, c'est le moment de les passer en pleine terre. Et bien quand on les passe en pleine terre, ils ont une période d'acclimatation. Ça ne va pas être facile pour eux, ils vont végéter pendant une petite dizaine de jours, parce qu'ils passent dans un environnement complètement différent. Et là, ce qui se passe finalement, eh bien c'est tout le contraire. C'est que j'avais les poivrons qui n'étaient pas en grande forme, et le fait de les avoir mis dans le caisson, eh ben, ça les a boostés. Alors, est-ce que c'est parce que finalement, dans les godets, ils avaient trop chaud? C'est possible, parce que les racines, normalement, eh ben, c'est pas soumis à des températures comme celles donc, du feuillage, hein. Et quand ça se retrouve eh bien, dans les godets, le feuillage et les racines sont à la même température. Alors que les racines, quand elles sont en pleine terre, ne sont pas à la même température que celle du feuillage. Donc les racines demandent, pour moi, à avoir une température un petit peu moins importante. Alors ma réflexion maintenant est la suivante. Est-ce que je vais finalement essayer de faire venir des plants très très beaux avant de les planter, donc, ou est-ce que je vais plutôt semer plus tard, de sorte à mettre en terre des plants qui sont bien plus jeunes, et peut-être, donc ça m'évitera les soucis que j'ai eus cette année, donc d'acclimatation, si jamais, bien entendu, l'année prochaine on a un mois d'avril comme celui-ci, mais rien n'est écrit, parce que je me dis que plus on plante tôt, si les conditions météo le permettent, bien entendu, si la météo le permet, les conditions climatiques plutôt, eh bien mieux c'est. Parce que sinon on va laisser le poivron évoluer donc, dans un godet, et on va le planter, et après finalement il y aura toujours ce stress après donc, la plantation. Alors je ne sais pas si je suis clair dans mes explications, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais voilà un peu l'idée. Là, on est sur les aubergines. Alors regardez les aubergines comme elles sont toutes petites. Là, les aubergines, c'est pareil, il y a eu un sacré problème. Donc avec un feuillage très très jaune. Et j'en ai gardé deux pour vous montrer. Vous voyez, ici, le feuillage est vraiment jaune. Donc pourtant, c'est des aubergines qui sont arrosées sans excès. Il n'y a pas de stress hydrique non plus, je ne les laisse pas en souffrance avec un manque d'eau, mais donc pas terrible. Finalement, donc celles-ci, je ne vais pas les mettre en terre. Celles-ci, elles étaient un peu mieux, donc il y a une petite ombre là, elles étaient mieux, et elles commencent à repartir. Alors elle était un peu spéciale, c'est une spéciale, elle a décidé de faire deux têtes, eh bien je la garde pour voir ce que ça donne. Donc voilà les aubergines. Donc j'espère qu'elles vont se remettre. Le tunnel va être fermé. Je vais juste laisser une petite ventilation de chaque côté, de sorte à ce que ça ventile, qu'il ne fasse pas trop chaud. Mais l'aubergine, normalement, elle aime la chaleur. Donc ça devrait le faire. Et puis en termes d'acclimatation aussi, le souci que j'ai eu, eh bien c'était les UV. Les UV trop forts en cette saison. C'était compliqué. J'ai eu pas mal de feuillage avec des traces d'échaudure. Donc pourtant, je faisais attention, hein, mais c'était beaucoup trop fort. Pour moi, l'acclimatation cette année, elle a été compliquée. Alors ici, on a les petits pois, avec un semis peut-être un petit peu trop tardif. Et ils ont eu du mal à lever quand même, mais maintenant c'est levé. Bon, alors, j'ai mis une ficelle que j'ai tendue là avec deux piquets
pour venir les plaquer un peu plus vers le filet. Donc là, j'ai mis un filet, donc qui est une récupération d'un filet de trampoline. Voilà, ça c'était un trampoline que j'ai démonté chez des amis. Et j'ai récupéré le filet en me disant, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Bien que je ne sois pas du genre à conserver, mais ça, je me disais, ça peut servir. Soit justement pour faire un filet pour palisser, pour du petit pois, ou soit éventuellement pour faire une protection de filet, donc anti-oiseau. Voilà, donc c'est des bambous de récupération que j'avais récupéré suite à la taille de bambou. Bon là, ils commencent à devenir très sécos, hein, donc c'est pas terrible. Ils cassent assez facilement, ils ont plus la souplesse quand ils étaient bien jeunes, ben, un peu comme moi d'ailleurs. Et donc finalement, bon, ça tient, mais je me questionne à voir comment ça va réagir ça quand les petits pois auront bien grimpé et si jamais il y a un coup de vent, à voir parce que là ils sont exposés plein ouest, hein. Et comme on est en Dordogne, on est dans le sud-ouest, on a des vents dominants ouest. On peut faire plus simple, je le sais, hein, mais bon voilà, j'avais ce matos de récup, je l'ai fait. Voilà, donc on aura des petits pois, j'ai fait qu'un rang, un rang de 10 mètres. Et juste là, ici, on a eh bien, un tunnel. Dans ce tunnel, on a une cohabitation avec donc les tomates Roma et les courgettes. Tomates Roma, donc semis en intérieur, sur tapis chauffant, lampe LED, acclimatation, du mieux que j'ai pu, et les courgettes, donc ça, les courgettes, ce sont mes graines, et c'est un semis directement en pleine terre. Donc j'ai mis à chaque fois 3 graines, et les graines ont bien germé, donc vous voyez, on a un beau feuillage, on est bien là, et il y a les bouteilles pour protéger en plus du filet si jamais il avait vraiment fait trop froid. Donc il n'y en a pas eu besoin, et puis aussi pour protéger éventuellement des limaces. À côté, donc on a les tomates Roma, donc qui sont déjà pas mal, comme vous pouvez le voir. Alors je sais ce que vous pensez. Vous vous dites, mais c'est quoi ce film blanc au sol? Je ne me trompe pas. Donc ce film blanc au sol, c'est simplement un P30. Au début, je voulais mettre du géotextile, mais le géotextile, ça coûte trop cher. Alors pourquoi je suis passé eh bien, avec un film, donc une bâche, on va appeler ça, de protection blanche. Parce que j'ai remarqué les autres années qu'avec mes bâches tissées, ça me réchauffe trop le milieu. Les bâches sont noires, elles pompent énormément de chaleur, elles réchauffent énormément le sol. Alors c'est bien en début de saison, oui, mais quand on a des périodes estivales, comme on connaît maintenant avec des pics de chaleur qui sont quand même assez impressionnants, c'est vraiment pas terrible du tout. En tout cas, c'est pas du tout performant pour, je trouve, moi en tout cas, pour la culture de la tomate, parce que finalement, en culture en buissonnant comme ça, c'est vraiment plaqué au sol et ça prend vraiment très cher. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai remarqué, en tout cas, depuis 2 ans, depuis que j'utilise eh bien, les bâches tissées, quand il fait très chaud, les feuilles fanent de plus en plus vite et les bouquets à faner donc, sont de plus en plus nombreux. Donc il y a un terme technique qui s'appelle la coulure. Alors, ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle la coulure et pourquoi on ne dit pas faner. Donc les couleurs claires renvoient la chaleur, les couleurs sombres absorbent la chaleur. Alors, ce que j'ai constaté moi, c'est que quand je fais des tests pour voir comment est mon sol, pour me dire est-ce qu'il faut que j'arrose ou est-ce que j'ai pas besoin d'arroser. Ce que je remarque, c'est que quand je relève les bâches, je fais ça bien sûr de façon très délicate, je relève les bâches et finalement je vois qu'en dessous le sol est sec sur à peu près 5 cm, mais vraiment sec de chez sec. Vraiment c'est du béton.
Alors je me dis que ça, c'est pas terrible pour toutes les racines qui sont en surface. Finalement, ça génère beaucoup trop de chaleur. Donc on a parlé donc des coulures, des fleurs qui fanent, mais aussi, moi, je m'intéresse aux racines. Comme je vous disais, les racines, quand c'est en godet, eh bien, c'est à la même température que le feuillage, alors que ben, normalement, en pleine terre, c'est pas du tout le cas. Donc le blanc, l'idée, c'est que ça va me renvoyer donc la chaleur, ça ne va pas me l'absorber dans le sol. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les bâches tissées laissent passer effectivement l'eau, mais finalement, ça glisse plutôt par le dessous. Ça pénètre par le dessus, ça passe en dessous. Et ce que j'ai remarqué, moi, c'est que finalement, l'eau suit la pente, parce que, enfin, en tout cas chez moi, mes planches, elles ne sont pas parfaitement horizontales. Elles sont un peu bombées. Et donc, l'eau, alors, bien sûr, quand j'arrose l'eau, il y a toujours de l'eau qui part sur les côtés. Tout ne pénètre pas, mais il y a quand même de l'eau qui pénètre. Et j'ai beau bien arroser, quand je relève les bâches pour voir un peu ce qui s'est passé, finalement, c'est pas tant mouillé que ça. Donc, et je me retrouve avec beaucoup plus d'eau sur le côté. Donc ça, c'est normal, puisque l'eau qui arrive par le dessus descend finalement comme un phénomène de gouttière, hein, avec une pente. C'est normal. Mais j'ai l'impression que malgré tout, ça ne récupère pas toute la flotte que je mets et qui pénètre par le dessus. Donc j'ai l'impression que la goutte d'eau, elle suit aussi par le dessous ce cheminement et vient en fait sur la partie basse donc, de cette petite butte. Alors, avec le P30, donc après avoir fait des tests, on n'a pas ce problème. Ça pénètre tout de suite dans le sol. Donc, finalement, je vais arroser, donc si c'est nécessaire, bien entendu, mais je suis sûr et certain que l'arrosage que je vais faire, il va être bénéfique donc aux racines, parce que moi, j'arrose pas avec le goutte à goutte. J'ai essayé aussi les tuyaux perlants. Pour moi, tout ça, c'est pas bon. Ça, c'est franchement pas terrible, parce que vous savez, hein, ce qu'on dit, hein, c'est que on nourrit la plante, enfin on arrose la plante vraiment juste au niveau de sa tige la plupart du temps, et l'eau reste concentrée à un endroit, et la plante, ben, du coup, elle est toujours perfusée et elle ne développe pas son réseau racinaire. Et en ne développant pas ce réseau racinaire, elle ne va pas chercher les nutriments. Elle ne va pas se balader, elle ne va pas étendre de ses racines, elle ne va pas chercher les nutriments. Donc, pour avoir des plantes en bonne santé, et puis aussi pour avoir des légumes goûteux, moi je suis convaincu que la plante doit développer son réseau racinaire. Donc je ne suis pas pour un arrosage local, juste eh bien, au pied. Je suis pour, quand j'arrose vraiment toute la planche, hein. Et alors, qu'est-ce qui m'a fait penser à ça? C'est que, vous savez, il fait très très chaud, quand les plantes sont en souffrance, et qu'on a un arrosage comme ça, donc soit avec un système perlant ou soit avec un système de goutte à goutte, bon, les plantes s'en sortent, mais on sent que c'est pas quand même la grande forme. Elles subissent énormément, mais elles s'en sortent. Et puis après, ce qu'il va y avoir, on va avoir peut-être une bonne averse orageuse, et les températures vont baisser, donc ça c'est un facteur bien entendu, mais c'est surtout qu'avec une bonne averse orageuse qui va bien tremper le sol, hein, eh bien tout le sol va être trempé. Et donc du coup finalement les racines qui s'étaient développées à un moment donné quand le sol était suffisamment humide, eh ben, là n'arrivent plus à capter de flotte, parce que finalement avec la sécheresse, avec les températures élevées, eh bien, en arrosage goutte à goutte, eh ben, la flotte elle est concentrée au pied. Et là, d'un seul coup, les racines se retrouvent avec donc de l'eau, et là, on voit que la plante, boum, elle revit. Donc, il y a plein de témoignages qui disent enfin, qu'après une averse, le potager, quand il a fait des grosses chaleurs, le potager n'est plus le même. Alors, bien sûr, il y a le facteur température, la température qui a chuté, qui permet aux plantes de mieux respirer, entre guillemets, mais il y a quand même, à mon avis, cette question de l'eau qui est quand même vachement importante. Donc pour moi, quand on arrose,
il faut arroser donc toute la planche. Et ça oblige aussi eh bien, donc, de mouiller le feuillage. Et ça, je sais que ça va vraiment à contresens de tout ce que l'on peut entendre, mais le feuillage, ça fait du bien aussi pour la plante quand il est mouillé. Il ne faut pas arroser n'importe comment, il ne faut pas arroser en pleine cagna de préférence pour ne pas avoir trop de stress, mais on peut arroser le matin quand il fait encore doux, vers les 10 heures. Ça fait du bien à la plante. Et puis, à ce qui paraît, ça stimule même sa floraison. Voilà. Parce que normalement, dans le milieu naturel, les plantes reçoivent de l'eau. Hein. Alors bien sûr, après, il y a toutes les maladies cryptogamiques là, qui risquent de nous emmerder aussi avec l'élévation des températures. Tout est une question de compromis, comme d'habitude. Alors bien entendu, pour l'utilisation de cette méthode, donc d'un film blanc, donc un film P30, parce que le film géotextile était trop cher pour l'expérience, et ben je vous ferai un retour, forcément. Et là, on va aller voir les tomates qui se trouvent ici. Particularité cette année pour ces tomates, et celles qui sont sous la casquette aussi, ont été plantées à la tarière. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, elles se portent bien, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, il y a de la cœur de bœuf orange et il y a de la fournaise ici. Donc, la fournaise pour la précocité, et puis parce que je l'aime bien aussi. Et puis la cœur de bœuf orange, et ben parce que c'est ma tomate préférée. Donc là, ça se porte bien. Vous voyez, il y a des petites cuvettes. Et je mets les bouteilles le soir pour protéger. La journée, je les enlève. Voilà les bouteilles de 8 litres qui sont là, empilées les unes sur les autres, grâce donc à un tuteur en bambou. Voilà, donc ça marche bien. Alors ça a été planté à la tarière. Pourquoi? Regardez, je vais y mettre mon bras. Hop, j'arrive au niveau du coude, avec les remontées qui sont sur les côtés. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, peut-être vous vous en rappelez, il y a 2 ans ou 3 ans, j'avais fait un test avec une plantation de tomates tardive à la tarière. Pourquoi? Parce que j'avais fait des plans pour les Restos du Cœur et les Restos du Cœur n'étaient pas prêts, et finalement ces plans, ils n'ont pas pu me les prendre parce qu'il y avait un gars qui devait venir, qui devait préparer le terrain, enfin retourner passer le motoculteur et tout. Ben, ça s'est pas fait, bon, ça a pris du retard. Et finalement, donc moi, ces plants, je les maintenais en survie dans des godets de 8. Les racines avaient complètement chignonné, mais les plants étaient devenus très très hauts. Ils faisaient au moins 70 cm de hauteur. Et je les arrosais, je les bassinais, avec aussi un peu d'urine et tout, pour essayer de le maintenir, apporter des nutriments. C'était pas simple. Hein. Et je me suis dit, bon allez, je vais essayer de faire un truc. J'ai vu une vidéo en Italie, bon alors pas tous, hein, mais un maraîcher en Italie, plantait donc ces tomates à la tarière. Je me suis dit, tiens, allez, pourquoi pas. Parce que je suis d'origine italienne, mais bon, je me suis dit, allez tiens, je vais tester. Et ma foi, j'ai sorti la tarière, j'ai fait des trous de 50 cm. Alors comme on était déjà bien avancé dans la saison, c'était pas évident parce que le sol était quand même dur, donc j'ai sorti la tarière avec une mèche de 10 seulement. Godet de 8, mèche de 10, ça passe. Et j'ai fait les trous de 50 cm tout le long donc, de la mèche. Dans le fond, j'ai mis du fumier de cheval que l'on achète donc en jardinerie en sachet. Et j'ai rempli le trou, bah, j'ai mis bien entendu, j'ai déchignonné le mieux que je pouvais, mais c'était tellement chignonné que de toute façon il n'y avait pas grand chose à faire sauf à détruire toutes les racines. Donc j'ai donc planté en l'état le fumier de cheval dans le fond. Ensuite j'ai complété avec un terreau, le trou de 10. J'ai enlevé bien entendu toutes les feuilles qui restaient le long de la tige. Et puis j'ai arrosé. Voilà, j'ai arrosé. Et puis j'ai laissé faire. Voilà. Enfin, finalement, ça a tellement donné que mes tuteurs ils pétaient de partout. Et j'ai fait que 2 arrosages
dans l'année, vraiment pas dans l'année, dans la période de culture, vraiment pas grand-chose. C'est des tomates qui ont dû être mises en terre en plus au mois de juin, donc après, vous voyez, la saison était courte, hein. Mais ça a donné jusqu'au mois d'octobre, et sur ces pieds, j'ai quasiment pas eu de maladie. Alors, est-ce que c'est parce que je les ai plantés plus tard? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas arrosé? Possible. Donc en tout cas, le concept, l'idée, c'est que la plante, en profondeur, les racines qui sont déjà formées dans le godet vont continuer à se développer. À 50 cm du sol, normalement, il n'y a pas grand-chose en nutriments. Donc à cette profondeur, les racines vont principalement aller chercher l'humidité, l'eau. Mais juste l'eau dont elle a besoin, pas un sol complètement détrempé. Donc ces racines, elles vont faire ce boulot. Et puis, la particularité de la tomate, c'est qu'elle développe des racines le long de sa tige. Et ces racines, elles vont aller chercher les nutriments qui se trouvent donc dans le sol. Et puis aussi, l'eau qui va tomber naturellement du ciel. Donc je ne dis pas, contrairement à certains, une culture sans eau, parce qu'une culture sans eau, c'est complètement bidon, ça n'existe pas, ça existe juste sur Internet pour faire du buzz, parce que les plantes ont besoin d'eau, comme nous, humains, nous avons besoin d'eau, nous ne pouvons pas vivre sans eau, les plantes, c'est exactement la même chose. Donc, pas d'arrosage, ce n'est pas la même chose que pas d'eau, on est bien d'accord. Donc là, voilà, ça va vraiment développer les racines. Alors, il est possible que ça épuise aussi, dans un premier temps, la plante à développer de nouveau ses racines. Mais moi, je me dis que si la plante, elle est capable de faire ça, c'est qu'il y a une raison. Donc si finalement ça la mettait en danger, automatiquement la plante ne développerait pas de racines. Partons sur le principe que la nature est bien faite. Ceci dit, en pratiquant de la sorte, je force vraiment la nature, parce qu'il n'y a pas un seul semis spontané qui fonctionnerait avec une graine de tomate enterrée à 50 cm de profondeur. Donc bon voilà. Mais vous avez compris donc le raisonnement. Donc là, je retente l'expérience cette année. Alors, je n'ai pas tout fait comme ça. Les tomates Roma, elles sont plantées normalement. Hein. Il n'y a pas eu de plantation à l'intérieur pour les Roma. Mais en tout cas, sur cette palissade-là, oui, c'est le cas. Et puis là, vous voyez donc de chaque côté, chaque extrémité, donc c'est libre. Et là, je vais y mettre les haricots à rames. Haricots à rames, donc conseillés par JP du Schnorr, alias Pépé, par les petits-enfants. Alors Pépé m'a dit une chose, c'est que ça monte très très haut. J'ai regardé sur le sachet, effectivement, ça monte à 3 mètres. Mais vous voyez, moi là, je suis à quoi? À 1m80, 1m90. Donc je ne suis pas assez haut. Donc ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir ici y mettre, là-dessus, je vais venir fixer des tasseaux. Ici, fixer des tasseaux. Je vais faire remonter un grillage encore sur 1 mètre, voire 80 cm. J'approcherai pas loin des 3 mètres et normalement ça devrait le faire. De toute façon, je ne vais pas faire venir les pompiers pour me cueillir les haricots. Hein. Donc voilà, cette partie-là, on l'a vu, les tomates. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire n'importe quoi. Quand j'avais fait la première vidéo de plantation à l'intérieur, les gens m'avaient dit, enfin certains, pas beaucoup, parce que j'ai que des personnes qui sont bienveillantes sur ma chaîne. Mais certains tout de suite, discours un peu agressif, n'importe quoi. Mais finalement, moi j'invite tous ceux qui disent n'importe quoi, essayez et vous verrez bien. Mais de toute façon, je ferai un retour. La première année, ça avait super bien fonctionné. Cette année, ça se trouve, ça ne va pas fonctionner. Je vous dirai, comme d'habitude. Bon, ici, j'ai la planche à travailler. Parce que ici, normalement, c'est là que je vais venir mettre les poireaux. Ils n'ont encore jamais été mis ici. Donc il faut vraiment que j'arrive à meublir cette terre proprement pour que j'arrive à y faire des sillons bien propres. Parce que comme vous savez, moi, mes poireaux, je les plante assez profond pour avoir un beau blanc. Et dans une terre comme celle-ci, ça demande d'avoir une terre bien travaillée. Donc là, l'objectif, c'est passage de grelinette. Et après, exceptionnellement pour cette culture,
Et sur cette terrageuse, de toute façon, j'ai pas le choix. Ça va être un coup de motobineuse. Par contre, la petite, parce que le Wolf là, eh ben, j'ai trop tapé dedans. Je vais vous montrer où. Et il n'a pas aimé. Et là, il doit partir en SAV. Ici, c'est l'an dernier, c'était la culture donc des oignons. Donc là, j'ai un sol qui est vraiment, mais alors, pourri de chez pourri. Parce que tout est compact. Tout est compact. Je n'arrive pas à le récupérer, ce sol. Malgré l'eau qui tombe dessus, ça me fait que des trucs compacts, de la grosse caillasse. C'est sec de chez sec. Et dès que je tape un peu, voilà, je vais m'en tomber là, je vais tomber là-dessus. Donc c'est super sec. C'est de la caillasse, quoi. J'arrive même pas à le péter. Vous voyez? C'est terrible. Là, je suis vraiment sur quelque chose de pas facile à récupérer. Cette terre, elle est vraiment ingrate. Et je vous avoue, vraiment, parfois, j'en ai vraiment marre. Mais bon, il faut s'accrocher. On a la terre que l'on a. Et puis voilà. Alors là, je ne sais pas ce qu'il y aura comme culture ici. Là-bas, il y a l'ail. Donc l'ail, bon, pour moi, je pense que c'est la dernière année. Hein, parce que finalement, j'ai trop de problèmes avec l'ail. Ça chope la rouille. Dès le mois d'avril, vous imaginez, dès le mois d'avril, j'ai la rouille sur l'ail. Donc là, c'est la première fois que je l'ai aussitôt. Là, à chaque fois, j'ai décalé donc, les cultures. J'ai essayé différentes configurations. J'ai mis de la bâche. C'est pareil, ça chope la rouille. Enfin bon, ça chope la rouille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ben, j'ai pas trop de solutions. Là, c'est pas fait pour moi. Et je pense que moi, mon facteur limitant, c'est que je suis vraiment trop proche de la rivière et que j'ai trop de rosée le matin. Et tout ce qui va être maladie cryptogamique, tout ce qui est ces champignons là qui viennent systématiquement me pourrir la vie dans le potager, et ben donc du coup ils se régalent. Donc l'ail, voilà, c'est pas top. Alors je sais que des personnes disent, et moi aussi je l'ai dit, que l'on peut aussi récolter quand même l'ail, même s'il a chopé la rouille. Mais bon, il faut être honnête hein, quand même. Hein. C'est que c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est que la croissance, elle est quand même drôlement ralentie. Le feuillage, par la maladie, il fane prématurément. Donc ça ne va pas jusqu'au bout. Et on n'a pas des têtes d'ail comme on devrait avoir. Et au niveau de la conservation, c'est pas pareil. Alors je sais que sur les réseaux sociaux, dans les vidéos YouTube, on va dire le contraire, mais vous savez, vraiment, je suis convaincu que de toute façon, on peut dire ce que l'on veut. Hein. Donc moi, quelqu'un qui me dit j'ai conservé mon ail pendant 12 mois, il avait chopé la rouille, comment voulez-vous que je vérifie? Voilà, moi j'ai l'impression que parfois il y en a qui relatent pas complètement la vérité quand même. En tout cas, donc vous voyez, moi, c'est attaqué, c'est sûr et certain. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Cette année, j'ai essayé d'enlever les feuilles qui étaient attaquées au fur et à mesure. Plus j'enlève de feuilles, plus ça revient. Alors, j'ai fait une petite chose quand même, c'est que je me suis dit, je vais essayer de faire un tout petit traitement homéopathique, donc avec un peu de soufre, mais vraiment la mini-dose. Je me suis dit, ça ne va pas guérir, mais est-ce que peut-être ça pourrait retarder? Voilà, est-ce que déjà ça peut retarder, de sorte à ce que la tête puisse vraiment se former? À voir, à voir. Est-ce que je me dis, cette zone-là, peut-être si ça fonctionne, eh ben, je vais y repasser. Si je me rends compte que finalement ça retarde un peu, je vais venir en mettre une petite dose. Et est-ce que sur cette partie-là, ce ne serait pas la partie où je ferai l'ail tout le temps? Est-ce que c'est une bonne idée? Puisque de toute façon, la maladie, elle est partout sur mon terrain. J'ai fait de l'ail à 4 endroits différents, c'est pareil, je chope la rouille. Donc, à voir. Ça vaut le coup de tester avant de tout renoncer. Là, j'ai le persil aussi, que j'ai mis un peu protégé avec la palissade, parce que ça aime bien aussi la mi-ombre. Mais alors, le persil, c'est pareil, hein, il a du mal cette année. Il fait trop chaud pour le persil pour son démarrage. Parce que le persil, en général, on ne le garde pas trop longtemps en godet. Parce que comme on est sur des racines pivots,
Hein, on dit que les racines, elles ont besoin de descendre. Et finalement, je les ai mis assez tôt, mais comme les autres années, mais démarrage très compliqué. Donc là aussi c'est pareil, il y a un petit peu d'ail aussi. Vous voyez, c'est bien espacé, pourtant c'est bien espacé, c'est bien ventilé. Mais bon, voilà, il y a la rouille. Il y a la rouille. La rouille, elle est là. Et elle est là très très tôt cette année. Et puis ici, c'est là que j'ai flingué ma motobineuse. Alors, cette partie-là, ici j'avais pu passer la grelinette. Donc j'ai pu venir y repasser un coup de motobineuse. Parce que là, l'objectif, c'était d'y mettre les butternuts et la pastèque. Je ne vais pas pouvoir tout mettre ici. La terre est vraiment beaucoup trop dure. La grelinette, c'est quasiment impossible de la planter. Il faudrait qu'il pleuve sur plusieurs jours. Donc là, ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, allez, je sors la motobineuse. Et j'ai commencé ici à essayer de retourner la terre. Mais enfin, je n'ai pas pu aller très profond. Et finalement, à un moment donné, boum, ça s'est arrêté. Le moteur tourne toujours, mais il y a l'engrenage au niveau des fraises qui ne fonctionne plus. Et vous voyez donc la terre déjà, hein, on n'est que fin avril, début mai, hein, c'est déjà complètement craqué. Hein. C'est sec hein, déjà, c'est bien sec. Hein. Donc il faut vraiment avoir ce genre de terre pour comprendre que on ne peut pas la travailler uniquement avec de façon très vertueuse, comme on voudrait toujours, avec la grelinette, la petite griffe rotative, ce genre de choses. C'est pas toujours possible. Parfois, on est obligé de sortir donc la motobineuse ou le motoculteur. On n'a pas le choix. Parce que là, vous pouvez rien planter là-dedans. Ça va jamais prendre. Il n'y a rien qui va prendre là-dedans comme ça. C'est trop, trop compact. Là, ici, il reste un artichaut. Hein, les deux autres ont été flingués avec le gel. Je ne les ai pas protégés. Je pensais que ça allait donc tenir le coup parce que c'est la même famille que les chardons, mais finalement les chardons sont plus costauds que l'artichaut. En même temps, l'artichaut, ce qui est emmerdant, c'est quand on n'en a pas beaucoup, c'est tout de suite complètement envahi par les pucerons. Donc ça, c'est pas terrible. Là, ici, on a la planche donc, de pommes de terre. Alors, à gauche, nous avons de l'agata et à droite, nous avons de la Jeannette. Donc, je ne prends plus de pommes de terre tardives parce que finalement, ça chope trop le mildiou ou la ternariose, principalement à cause de cette rosée que j'ai donc tous les matins. Donc voilà, j'ai renoncé les tardives, les pommes de terre de conservation. Ah, j'aurai de la pomme de terre primeur. Donc l'agata a été mis en terre plantée plus tôt pour avoir un décalage et la Jeannette un petit peu plus tard. Donc la Jeannette, elle vient juste de sortir comme vous pouvez le voir. Puis j'ai mis cette bande là, ici, là, de façon à pouvoir venir entretenir plus facilement avec la tondeuse. Et là, cette année, j'ai fait ce que je voulais faire. Je vous en avais parlé l'an passé. C'est-à-dire que j'ai toujours mes cercles, j'ai mes cercles donc, qui me font des petits îlots, une sorte de jachère fleurie, avec des graines que j'ai semées, et avec un peu de trèfle aussi, un peu de lin, mais le lin, là, il n'est pas sorti cette année. Et qu'est-ce que j'ai utilisé comme graines? J'ai utilisé les graines donc, que l'on achète en sachet pour nourrir les oiseaux. Donc, ce qu'ils appellent les oiseaux du ciel. Donc voilà, ça marche, ça lève, ça se ressème tout seul. Et ça ne demande pas d'entretien. Et puis quand il y a des fleurs, c'est bourré d'insectes là-dedans, ça fait un petit refuge. Donc c'est bien sympathique. J'en ai une petite partie ici aussi. J'ai fait des formes un peu géométriques. Et comme j'entretiens, donc avec la tondeuse, avec des tontes rases, ce qui permet de récupérer la tonte pour amender les planches, comme vous voyez là. Pas pour amender, oui, c'est une forme d'amendement, et puis aussi pour protéger donc l'évaporation de l'eau du sol. Voilà, je mets ça sur les planches de culture, ça me fait mon paillage. Donc
Donc j'ai des petits îlots un peu partout dans lesquels je peux circuler. Et le matin, il y a de la vie là-dedans, hein, c'est très agréable. Hein. Là, il y a un petit tas, là, ça c'est l'endroit où on fait le feu pour brûler. Là-bas, ben, on a les lavandes qui se portent bien. Donc terre argileuse, par contre ici, pour ceux qui se demandent, bah, tiens, pourquoi des lavandes dans la terre argileuse, et ben, donc là, il y a eu un mélange de cailloux, de tout venant, de sable d'agrégat, en fait, comme pour faire un béton. Hein. Donc voilà, tout ça, ça a été mélangé avec de la caillasse et ça se porte bien, c'est bien drainé. Donc là, quand les lavandes vont se mettre à fleurir, ça va être rempli donc d'abeilles. Et puis là, j'ai un autre îlot aussi, voilà. Et puis ça fait tout le tour comme ça, là. Donc normalement, il y a des petits tournesols qui vont venir aussi après, un petit peu plus tard. Donc assez sympa, des petits tournesols nains. Donc ça fait tout le tour, là. On va jusqu'au fond. Et puis on peut se balader. Donc on peut aller rendre visite aussi au mirabellier pour voir si tout va bien. Donc le mirabellier que j'ai acheté 13 € chez Brico Leclerc. Donc eh bien, qui n'était pas génial. J'ai eu pitié de lui. Je l'ai pris parce que chez Brico Leclerc, chez moi, je ne sais pas pourquoi ils font des végétaux, ils les arrosent jamais. Donc tout est en train de crever chez eux. Donc voilà, moi je l'ai pris. Et puis vous voyez, il est beau, il se porte bien. Je lui ai fait une petite taille à l'automne. Et puis voilà, donc j'aurai pas de fruits cette année, mais il est pas mal. Pas de maladie pour l'instant, je touche du bois. Hein. Et puis là-bas, on a le figuier de l'autre côté. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre maintenant? Vous montrer un peu ce qu'il y a dans les carrés potagers. Alors, on va arriver au niveau des carrés potagers. Mon romarin ici, il survit malgré le sol pleureur qui lui fait quand même pas mal d'ombre. Sol pleureur, je suis toujours embêté, comme vous voyez, plein de feuilles au sol, tous les ans, il chope la maladie, il chope la tavelure, tous les ans systématiquement. Cette année pourtant je l'ai bien rafraîchi à l'intérieur, j'ai coupé pas mal de branches, de sorte à ce que ça ventile au maximum, mais bon, la maladie est venue. Malgré tout. Alors là, on est dans les carrés potagers, donc ici, on peut voir qu'on a toujours le carré potager avec les superbes feuilles de chêne, les rouges et les blondes. Vraiment, c'est des salades qui deviennent très très grosses. Là, cette année, je les ai vraiment bien réussi. Vous voyez la taille un peu. Le souci, c'est que je les ai plantées un peu trop près. Donc finalement, eh bien, elles ont tendance à se relever un peu pour essayer de sortir la tête. Là, on a donc eh bien, les poireaux. Vous voyez comme ils sont beaux, hein, semis donc au 1er février, sous les tunnels. Voilà, encore donc de la feuille de chêne. On en mange tous les jours, la feuille de chêne. Elles sont tellement grosses, par contre, que ça nous fait au moins 2 repas. Là, ici, oups, attention, je tourne. On a un tunnel avec donc un semis eh bien, de haricots. Talisman du nain pour l'instant. Un deuxième ici. Ici, on a eh bien, la ciboulette qui a bien fleuri, comme vous pouvez le voir. Mais avant, j'ai fait des coupes rases déjà et j'avais bien récolté. Donc là, on a 4 sachets de ciboulette, donc sachets de congélation, qu'on a émincé finement et que l'on a mis au congélateur et qu'on sort au moment besoin de la cuisine. Principalement omelettes, salades, ce genre de choses. Là, le persil, c'est donc sa 2e année, donc il va bientôt monter en graines. Là, ici, on a de la tomate cerise que j'ai achetée sur le marché de Saint-Astier eh bien, ce jeudi. Et puis là, on a donc de la cœur de bœuf orange, et puis de l'autre côté aussi de la tomate cerise. Et puis ici, j'ai mis donc des poivrons qui me restaient. Donc poivrons jaunes, d'Asti, poivrons donc d'Espagne. Là-dedans, même principe au niveau du P30 au sol. Donc on a 3 aromas et non, on a 3 San Marzano
Et donc une Roma, San Marzano, je ne sais plus où j'ai acheté les graines. Il faut vraiment que je retrouve chez qui j'ai acheté pour leur faire un courrier, parce que vraiment que 30% de germination, déplorable. Vraiment, vraiment pas terrible. Et là, ici, qu'est-ce que l'on a? Ici, on a eh bien, les melons. Melons. Donc melons que j'ai fait en semis à l'intérieur et que j'ai mis en terre très très tôt. Vous voyez là, il y a de la pastèque qui demande à être mise en terre et puis aussi un concombre. Voilà, je protège avec la cloche parce que le melon demande beaucoup de chaleur et et je remets eh bien la bâche quand il fait pas très chaud. Comme ça me fait une double protection. Là-bas, c'est la même chose. Il y a du melon aussi. Et puis là, on a donc les salades, les reines des glaces, qui sont bientôt bonnes à manger. Voilà, il y en a une belle là-bas, là. Je pense qu'on va la tester bientôt. Ici, j'ai fait des boutures donc d'abélia et de millepertuis, mais finalement le millepertuis n'a pas fonctionné, l'abélia lui a fonctionné. Et là, dans cette petite caisse en bois, j'ai fait un petit semis avec des graines, donc comme je vous disais pour les oiseaux, pour voir ce qui sort exactement. Voilà. Bon et bien, ce grand tour d'horizon du potager se termine. Alors vous voyez, je ne fais plus beaucoup de vidéos ces derniers temps parce que j'ai pas trop le temps. Et puis de toute façon, vous voyez ce que c'est dans les chaînes, sur les chaînes YouTube, on fait que se répéter, tout le monde dit la même chose. Donc arrivé un moment, ça devient plus vraiment pertinent et pas très intéressant. Donc la continuité de la chaîne, ça va être ce genre de vidéos. Et puis avec des petits macros, avec les shorts pour maintenir le lien de temps en temps. Hein. Plus souvent d'ailleurs des shorts même maintenant. Allez, je vous souhaite eh bien, une superbe saison au potager. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye.